Bonsoir. Alors on va entamer cette dernière ligne droite de la nuit du droit et je vais déjà remercier les courageux qui sont restés dans l'amphithéâtre pour la médaille, c'est ça, pour pouvoir avoir un échange avec dans le cadre de cette table ronde sur l'accès au droit et à la justice. Alors, je présente rapidement les différents intervenants qui ont accepté de participer à ce débat. Donc, Madame Meyer, maître de conférence en droit privé à l'UNC, qui est également la directrice du département droit, économie, gestion. À ma gauche, Monsieur Sautreau, délégué du défenseur des droits pour la Nouvelle-Calédonie. Monsieur Kiléveré, président du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie. À côté de lui, Monsieur Froger, maître de conférence en droit public à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, Madame Perrier-Gras, magistrate administrative. Elle est actuellement en charge de la mission transfert de compétences au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est l'ancienne chef de la mission Légie-Calédonie. Et enfin, tout à ma droite, Madame Chatin, vice-bâtonnier du barreau de Nouméa. Donc, je vous remercie tous d'avoir accepté de participer à cet échange. Donc cet échange qui porte sur une thématique qui est centrale pour les juristes, mais pas uniquement, aussi pour tous les citoyens, la question de l'accès au droit et à la justice. Alors selon le célèbre adage « Nul n'est censé ignorer la loi », alors excusez-moi, l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi » est évidemment célèbre, mais on peut se demander ce que ça signifie quand on sait qu'au 1er janvier 2008, il y avait plus de 10 000 lois et plus de 130 000 décrets qui étaient en vigueur sur le territoire français. Alors évidemment, personne, même le juriste le plus averti, ne peut connaître tout le droit en vigueur. Donc cet adage, c'est une fiction juridique qui est nécessaire au fonctionnement de l'ordre juridique, une fiction qui, si elle n'existait pas, permettrait en fait à n'importe qui d'invoquer son ignorance de la loi pour s'y soustraire. Alors paradoxalement, aujourd'hui, l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » est souvent évoqué pour souligner les difficultés des citoyens, justement pour accéder au droit et à la justice, avec une multiplication des normes, une complexité des procédures, une incompréhension du langage juridique. Bref, un certain nombre de difficultés que le législateur a tenté auxquelles le législateur a tenté de pallier en adoptant en 1991 une loi sur l'accès au droit. Et puis le Conseil constitutionnel a dégagé en 1999 un objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Alors qu'en est-il réellement en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que le droit est facilement accessible? Est-ce que les Calédoniens rencontrent des difficultés particulières pour accéder à la justice? Justement, je vais laisser nos différents intervenants apporter leur éclairage sur cette question et puis nous pourrons ensuite peut-être échanger avec les dernières personnes qui restent dans cette salle. Alors, je vais d'abord laisser la parole à Monsieur Froger. Je propose qu'on commence d'abord peut-être par les difficultés, puis ensuite qu'on s'intéresse aux solutions qui peuvent être apportées. Donc, Monsieur Froger, sur les difficultés à connaître la règle applicable en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup. Oui, alors quelques difficultés sur l'accès au droit et à la justice en Nouvelle-Calédonie. J'essaierai d'être rapide et de ne pas trop vous faire souffrir. Je me concentrerai sur la question de l'accès au droit. La question de l'accès au droit renvoie, me semble-t-il, à la première question qui est de savoir quelle est la règle de droit qu'on va appliquer. Le citoyen, et le juriste en particulier, quand il est confronté à un litige, doit se demander quelle règle va permettre de solutionner ce litige. Donc il faut savoir qui, d'abord, prend cette règle, qui édicte cette règle. Ensuite, savoir le cas échéant où chercher cette règle, mais ça c'est certainement Madame Gras qui en parlera mieux que moi. Et puis enfin, la question de savoir ce que veut dire cette règle, et là on rentre dans la formation du juriste. Moi je voudrais juste vous dire un mot sur la question de qui adopte la règle de droit en Nouvelle-Calédonie pour savoir donc connaître la règle de droit. Alors a priori, vous le savez, la question elle est assez facilement réglée, elle est assez simple. Depuis les accords de Nouméa, et en vertu de la Constitution, on a une loi organique qui a été adoptée en 1999 et qui, cette loi organique, vous le savez, organise un transfert de compétences de l'État français vers la Nouvelle-Calédonie, un transfert irréversible d'un certain nombre de compétences. Donc, en fait, cette loi organique, elle va créer un certain nombre d'acteurs qui vont pouvoir créer du droit en Nouvelle-Calédonie. L'État, évidemment,
mais aussi d'autres institutions, la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire le Congrès et le gouvernement, mais également les provinces, et puis tout en bas, dans certains domaines aussi, les communes. Alors il y a d'autres institutions, mais c'est celles-ci qui interviennent, on va dire, le plus fréquemment dans la création d'un règle de droit. La loi organique, en fait, son rôle principal, c'est, pour le dire simplement, de savoir qui fait quoi, qui crée telle ou telle règle de droit dans tel ou tel domaine. Alors quand on lit la loi organique, elle est un peu longue, c'est en principe assez simple. On a d'abord l'État. L'État qui peut encore créer du droit en Nouvelle-Calédonie. Le principe, c'est que l'État est régi par ce qu'on appelle la spécialité législative, c'est-à-dire que dans les domaines qui lui restent, dans ces domaines de compétences restants, l'État pourra créer du droit, appliquer une règle nationale sur le territoire calédonien, lorsqu'il a décidé d'étendre cette règle au territoire calédonien. Donc dans un certain nombre de domaines édictés par la loi organique, on peut étendre une loi nationale. Par exemple, en matière de liberté publique, l'État est encore compétent, et s'il étend la loi sur le territoire calédonien, la loi sera applicable. Je prends juste un exemple qui me vient comme ça, l'interdiction des ports des signes religieux dans les écoles est une loi qui a été étendue au territoire calédonien. Il y en a évidemment bien d'autres dans tous les domaines de compétences de l'État. Mais l'État est également compétent pour la question qui était mentionnée dans le quiz tout à l'heure, un deuxième domaine qui est assez délicat à déterminer. Contrairement au premier, on a une liste de domaines où l'État est compétent. L'État est compétent dans ce qu'on pourrait qualifier les domaines de souveraineté. Alors, la loi organique, depuis 99, elle a été modifiée plusieurs fois, et on a essayé de préciser ces domaines de souveraineté, et elle a précisé certains domaines où là, l'État est compétent, et surtout la loi nationale ou le règlement s'appliquera de plein droit, sans que le texte ait besoin de préciser qu'il s'applique en Nouvelle-Calédonie. Donc on a un certain nombre d'items qui figurent dans la loi organique à ce titre, la défense par exemple, la nationalité, la capacité des personnes, et puis il y a une disposition un peu fourre-tout à la fin qui prévoit que cela vise aussi toutes les autres dispositions qui doivent nécessairement régir l'ensemble du territoire français. Alors là déjà on voit que ça peut viser tout un tas de textes qu'on ne peut pas prédire à l'avance. Donc d'abord l'État, et on voit que l'État déjà c'est pas très bien défini. Ensuite, pour les institutions calédoniennes, les provinces. Les provinces peuvent adopter des règles de droit, et c'est d'ailleurs elles qui sont normalement compétentes, puisque tous les domaines qui ne relèvent ni de l'État, ni de la Nouvelle-Calédonie, ni des communes relèvent de la compétence des provinces. Donc c'est elles qui ont une compétence qu'on appelle de droit commun. Puis vient ensuite la Nouvelle-Calédonie, représentée par ces deux principales institutions, à savoir le Congrès et le gouvernement. Et là, il y a une liste de compétences qui sont prévues là encore dans la loi organique, on dit des compétences d'attribution, qui permettent à la Nouvelle-Calédonie d'intervenir dans tel ou tel domaine, donc la circulation routière et les transports routiers, la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, bref, plus d'une trentaine d'items prévus par la loi organique. Alors, finalement, quand on pense texte, on se dit, c'est simple, on sait qui fait quoi. Il suffit de lire la loi organique, de regarder dans quel domaine on se situe, et puis on sait que ici la règle va être adoptée par la province, par les provinces, par la Nouvelle-Calédonie ou par l'État. Mais en fait, ça, et comme souvent, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il y paraît, puisque je prendrai qu'un exemple. On a un certain nombre de difficultés de frontières. Vous avez des règles qui peuvent parfois relever de l'État, mais aussi par exemple de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. Une illustration dans un domaine que je connais un peu mieux, sans rentrer dans les détails. Les questions de procédure devant le juge administratif, dont parlera le président Kilivéret tout à l'heure, les questions de procédure devant le juge administratif, de procédure administrative contentieuse, relèvent de l'État au titre de sa compétence, et ces règles sont applicables de plein droit. À l'inverse, les questions d'urbanisme ont été transférées à la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, la réglementation d'urbanisme, c'est la Calédonie qui le décide. Un permis de construire, comment il est délivré, c'est la Calédonie qui le décide. Une question s'est posée, c'est de savoir si une règle qui vise le contentieux de l'urbanisme relève de l'État, au titre du contentieux devant le juge administratif, ou de la Nouvelle-Calédonie, au titre de l'urbanisme. Et là, les deux interprétations sont possibles en réalité. Donc le juriste, quand il est saisi à cette question-là, et l'avocat en particulier, l'avocat de droit public ici, il va se demander quelles règles il va devoir mobiliser devant le juge. J'ai fini. Et
on voit bien que, alors cette question elle a été tranchée, pour répondre à la question ici c'est l'État, et c'est le juge d'ailleurs lui-même qui a dû la trancher, mais on voit bien que au-delà de la répartition assez claire qui est dans la loi organique, ça pose un certain nombre de difficultés, et la première c'est de savoir quelles règles on va appliquer pour solutionner le litige. Bon, il y aurait plein d'autres difficultés à soulever, mais mon temps étant terminé, je me limiterai à cette illustration, et je passerai la parole à mon prochain collègue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Frouget, pour cette intervention et le respect du temps de parole qui est effectivement limité. Je vais tout de suite laisser la parole à Monsieur Quillet-Verret qui va nous parler de l'accès à la justice administrative. Merci. Je vais simplement donc quelques mots et aller à l'essentiel sur l'accès au droit à la justice administrative et à la justice, mais du point de vue de la justice administrative. Alors quelques remarques introductives rapidement. Tout d'abord, l'accès au droit et l'accès à la justice sont bien sûr des composantes du service public de la justice, et donc évidemment c'est une préoccupation pour les tribunaux administratifs et pour le président, bien sûr, du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Alors ensuite, cet accès, si vous voulez, au droit ou à la justice dépend en Nouvelle-Calédonie, mais je dirais comme pour tout territoire outre-mer, des spécificités territoriales, historiques, géographiques et bien sûr institutionnelles. Troisième petite remarque, l'accès au droit et à la justice est aussi un impératif national. Donc depuis notamment la signature de la Charte nationale de l'accès au droit en 2017, dont le but est finalement de notamment développer une justice plus proche des citoyens et donc de favoriser notamment l'insertion et la socialisation. Alors plus largement, le juge administratif, il a depuis toujours, finalement depuis longtemps, fait valoir une conception quand même qui est très libérale de l'accès, en tout cas à la justice. Alors on peut le voir notamment sous deux angles, en donnant, si vous voulez, en ayant une interprétation large finalement de la qualité pour agir des personnes physiques ou des personnes morales, et en s'employant depuis toujours avec pragmatisme à identifier des actes administratifs faisant grief, alors sans s'arrêter aux formes, sans s'arrêter aux apparences, et même s'ils sont a priori inoffensifs. Alors, autant il y a eu cette démarche-là en ce qui concerne l'accès à la justice, on ne peut pas tout à fait dire qu'il a eu la même en ce qui concerne l'accès, je dirais, au droit, puisque l'accès au droit, en raison notamment de la grande technicité du vocabulaire juridique employé par le juge administratif, est beaucoup plus délicat. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, il faut être ambitieux, bien sûr, pour ce qui concerne le développement de l'accès au droit en Nouvelle-Calédonie, et il faut aussi tenir compte, bien sûr, des moyens humains du tribunal administratif, puisque nous ne sommes que 4 magistrats administratifs, donc en Nouvelle-Calédonie. Alors donc très rapidement, après avoir simplement identifié quelques obstacles, que ce soit à l'accès au droit ou à l'accès à la justice, 2 ou 3 petits mots sur ce qu'a fait la juridiction administrative dans la période récente, et quelques pistes ensuite à esquisser. Alors en ce qui concerne l'accès au droit à la justice, donc de mon point de vue, ils ont été renforcés, y compris dans la période récente, mais ils demeurent, je dirais toutefois donc d'accès délicat en Nouvelle-Calédonie. Alors on peut d'abord regarder, si vous voulez, l'accès au droit et à la justice finalement comme autant de préalables ou de composantes finalement de l'exercice du droit au recours effectif, donc au sens de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Alors pour les obstacles s'agissant de l'accès au droit, tout d'abord, il faut bien sûr définir ce qu'est l'accès au droit. Et là, donc, je rejoins ce qui vient d'être dit, puisque finalement, c'est essentiellement la connaissance du droit applicable. Et donc là aussi, je ne vais pas m'appesantir, puisque finalement, l'idée, et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, compris de cette manière, les entraves à l'accès finalement au droit en Nouvelle-Calédonie, me semblent d'abord résulter, si vous voulez, de l'histoire institutionnelle calédonienne, c'est-à-dire en fait de la complexité de la hiérarchie des normes. C'est fondamentalement ça, et de l'application du principe de spécialité. Donc ça rejoint tout à fait ce qui a été dit précédemment. Alors, par ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, il me semble quand même que la production législative, si on l'approche de manière quantitative, est quand même très conséquente, ce qui ne facilite pas non plus, si vous voulez, bien sûr, l'accès au droit. Alors, par ailleurs, et à ma connaissance, il n'existe pas en Nouvelle-Calédonie de ce que l'on appelle des relais communs d'accès au droit, qui se sont développés en métropole, à l'exception bien sûr notable de la maison de l'avocat, et plus largement, il n'existe pas suffisamment, sans doute non plus, de points d'accès au droit administratif, même s'il en existe, s'il existe de tels lieux, d'accueil gratuit finalement, pour trouver une information sur des problèmes juridiques, notamment en province nord. Alors cette
cette situation n'est d'ailleurs pas propre à la Nouvelle-Calédonie, elle existe tout à fait aussi à Wallis et Futuna, qui présente là une très grande originalité qui lui était intéressante, si vous voulez, d'approfondir, puisque comme il n'y a pas de barreau à Wallis, le président du tribunal de première instance désigne ce qu'on appelle des citoyens défenseurs, par exemple. Donc c'est quand même une institution tout à fait originale. Alors, s'agissant de l'accès à la justice, quand on regarde les sondages en métropole, le premier obstacle à l'accès à la justice sont les délais. Alors, en Nouvelle-Calédonie, pour la justice administrative, il n'y a pas vraiment problème, puisque le délai moyen du jugement, c'est 6 mois. Donc, délai dont tous les présidents de juridiction en métropole rêvent. Alors, les obstacles, ils ne sont pas là. Hein. Donc, les obstacles, ils sont par contre territoriaux ou géographiques, et notamment la concentration, finalement, du service public de la justice à Nouméa. Et dans la mesure où nous n'avons pas les moyens, comme nos collègues judiciaires, d'avoir des magistrats, si vous voulez, détachés en province nord, ou d'avoir carrément une deuxième juridiction. Alors, surtout, quand même, sur l'accès à la justice, pour moi, le point le plus important, l'accès effectif à la justice, ça implique surtout que les personnes les plus démunies puissent bénéficier de l'aide judiciaire, hein, donc et de l'assistance gratuite d'un avocat quand elles saisissent donc un juge pour faire valoir leurs droits. Et d'ailleurs, si on regarde sur l'ensemble du territoire métropolitain, l'aide juridictionnelle, c'est d'ailleurs l'essentiel en fait de la dépense qui est prévue donc pour la mise en œuvre de la politique d'accès au droit et à la justice. Alors, la justice administrative en Nouvelle-Calédonie, contrairement à la justice judiciaire, de ce point de vue-là, donc comme je l'ai indiqué, ne dispose pas ni de magistrats délégués, n'organise pas d'audience foraine, et pour tout dire, n'a pas les moyens de le faire. Donc la situation de Wallis et Futuna, de ce point de vue-là, donc est encore plus difficile puisqu'il n'y a carrément pas de barreau. Alors qu'est-ce qu'a fait la juridiction administrative dans la période récente pour essayer de favoriser quand même cet accès au droit et à la justice? Eh bien, tout simplement, on s'appuie sur les technologies, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait? On dématérialise. Donc, et de ce point de vue-là, que ce soit pour l'accès au droit, donc juste deux petites réflexions. On alimente le site jurisdoc.nc de la Calédonie, hein, donc qui est accessible en ligne. Notamment après la visite du vice-président, on a obtenu que tous les avis sur les lois de pays donc soient désormais sur le site, et elles y sont. Hein, le gouvernement de la Calédonie nous a donné son accord. Par ailleurs, le justiciable peut aussi donc accéder au site internet du Conseil d'État, où il a quand même près de 230 000 documents à sa disposition, hein, jugements, conclusions du rapporteur public, etc. S'agissant de l'accès à la justice, fondamentalement, c'est bien sûr le passage à télérecours et téléprocédure. Alors juste un petit mot, autant évidemment en Calédonie on a été téléprocéduré, je dirais entre guillemets, après les autres, puisqu'en métropole c'est 2013, Calédonie c'est 2018, on était les derniers, mais finalement ça s'est très bien passé, et y compris notamment sur l'application télérecours citoyen, qui est un peu emblématique, puisque les taux finalement d'utilisation de télérecours citoyen en Calédonie sont supérieurs à ceux qui existent en métropole. Voilà. Et enfin pour conclure, donc juste quelques pistes que l'on pourrait esquisser. Alors, ce qui me paraît le plus important, alors s'agissant de l'accès au droit, je dirais il faudrait renforcer la codification, donc codifier, informer, bien sûr, éduquer, donc aussi avec des actions au regard, bien sûr, des parcours scolaires. S'agissant de l'accès à la justice, fondamentalement, ce qui pourrait être fait, c'est ce qui a par exemple été fait dans la commune de Melun, c'est si vous voulez mettre en place des relais communs d'accès au droit, appuyer donc sur les communes qui mettent des outils à disposition et qui supposent en fait la signature de conventions tripartites entre les tribunaux administratifs, les tribunaux judiciaires et une commune. Voilà. Et je dirais donc un dernier mot, en abusant, que bien sûr, avant aussi de penser à mettre en place des solutions, peut-être qu'il faudrait tout simplement, si vous voulez, disons, consulter les Calédoniens, essayer de mesurer la perception qu'ils ont finalement aussi de l'accès au droit en Calédonie. Voilà. Merci beaucoup d'avoir dit autant en si peu de temps. Je passe tout de suite la parole à Madame Chatin, qui va nous donner une autre vision des difficultés d'accès à la justice, cette fois-ci à la justice judiciaire ou pénale. Merci. Je vous remercie. D'abord, je veux dire à Monsieur le Président que effectivement, le télérecours, c'est quelque chose de absolument formidable. La seule difficulté, finalement, c'est qu'on n'a plus tellement de contact avec le tribunal, on dépose plus nos dossiers au tribunal, on rencontre plus les gens du tribunal, et c'est un petit peu une petite limite au progrès extraordinaire qu'est le télérecours. En ce qui concerne Wallis et Futuna, c'est vrai qu'il n'y a pas de barreau à Wallis et Futuna, mais il arrive que les avocats se déplacent, hein, notamment il est arrivé pour des sessions d'assises ou voilà. Bon, voilà. Donc les avocats sont susceptibles de se déplacer.
Moi, j'avais prévu d'intervenir. Alors, c'est vrai que c'est trop court parce que vraiment, il faudrait en discuter pendant des heures. J'avais prévu d'intervenir dans la mesure où aujourd'hui, on parle beaucoup du Grenelle sur les violences faites aux femmes. On a fait beaucoup de discours sur les femmes victimes d'agressions sexuelles. Et la question se pose énormément de l'accès au droit et surtout de l'accès à la justice. Et c'est vrai, je rejoins ce que dit le président d'une manière générale. Il y a un accès au droit qui est tout à fait différent qu'on vive à Nouméa ou qu'on vive à Point-d'Imier ou qu'on vive à Oué. Bien évidemment, il y a un tissu qui est très serré quand on vit dans les communes de Nouméa, Grand Nouméa, et qu'il est beaucoup moins quand on vit ailleurs. Le barreau en est tout à fait conscient et a développé sur les dernières années notamment beaucoup de contacts avec les associations, avec le tribunal, les sections détachées, pour que les personnes aient plus facilement accès au droit. Moi, j'estime que l'accès à la justice des victimes, c'est l'accès au droit pour les victimes, c'est l'accès à la justice. C'est le fait de pouvoir porter plainte quand on est victime, le fait que cette plainte soit entendue, soit relayée et qu'on arrive devant un tribunal. Ce tribunal, il a un effet bénéfique pour la victime qui sera reconnu comme victime, qui sera accueilli, qui sera éventuellement indemnisé. Il a un effet bénéfique aussi pour l'auteur de l'agression, notamment dans le milieu familial, parce que si on n'est pas identifié, si on n'est pas jugé, on n'est pas non plus soigné, et on n'a pas forcément conscience ou connaissance de la gravité des faits et de la souffrance qu'on inflige à des personnes que parfois, même souvent, on aime. C'est le problème de l'accès à la justice pour les victimes en Calédonie, il est assez prégnant. Alors, il y a un progrès qui a été fait, il y a beaucoup de discussions et de travaux qui sont en cours. On espère qu'il va en sortir un certain nombre de choses et je pense que ça vaudra le coup de faire même un débat rien que sur ce point, un point d'information. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a encore beaucoup de travail, mais finalement, je suis pas sûre qu'en Nouvelle-Calédonie on soit moins bien loti qu'en métropole, dans des zones rurales où que les choses soient pas dites. Je pense que le premier accès à la justice et au droit, c'est le fait de parler, de s'exprimer et de permettre que les choses avancent. Dernière chose à vous dire, l'avocat, c'est le vecteur entre les personnes et la justice. Il y en a 120 en Nouvelle-Calédonie, c'est ceux qui connaissent le droit et je pense que il faut pas avoir peur quand on est dans une situation délicate, quand on se sent victime, quand on a besoin d'accéder au droit et à la justice, à faire appel aux avocats. Il faut bien savoir, comme l'a rappelé le président, que la plus grosse majorité des dossiers et des personnes sont éligibles à l'aide judiciaire et que dans ces conditions, l'avocat est gratuit. Voilà. Merci beaucoup. La transition est toute faite puisque vous avez commencé en parlant des problèmes et en finissant sur les progrès qui ont été opérés. Donc je fais la transition vers la deuxième partie de cet échange. Après avoir identifié les difficultés, quelles sont les solutions qui peuvent être apportées pour améliorer cet accès à la justice et au droit. Je laisse donc la parole à Madame Perrier-Gras qui va nous parler des solutions qui ont été développées en Calédonie pour permettre d'améliorer l'accessibilité au droit. Merci. Merci, bonsoir et bravo pour cette initiative de la Nuit du droit. Et nous avons prévu une chanson en regardant le quiz. Donc à 3, nous allons le démarrer. Vous pouvez chanter avec nous. Et puis ça sera la fin du quiz. Vous allez vous demander pourquoi nous souhaitons aujourd'hui 1, 2, 3 joyeux anniversaire la Constitution, joyeux anniversaire. Et oui, c'était le 4 octobre 1958. Paris tenu. Bon, on va redevenir plus sérieux, surtout après les mots que Laure a prononcés et les cas des victimes auxquels elle faisait attention. Ouais.
vous avez bien compris que l'accès au droit, c'est en fait un mot dans lequel il y a plusieurs facettes qui se tiennent toutes. Il y a l'accès à la justice, où que l'on soit en Calédonie, quels que soient les revenus. Il y a deuxièmement l'accès au renseignement, avec les points d'accès, avec les avocats, avec la maison de l'avocat d'ailleurs, puisque j'ai été avocate, fait des consultations gratuites tous les jeudis. Il faut téléphoner à la maison de l'avocat pour prendre rendez-vous. Et le mardi à la CCI pour ceux qui sont plus dans le domaine pour ceux qui sont dans le domaine, donc pour les entrepreneurs. Et le troisième point, qui est celui dont je vais plus vous parler, mais avec beaucoup d'humilité, et je vous dirai pourquoi, c'est l'accès à la règle de droit. Et l'accès à la règle de droit, il faut bien comprendre que en Nouvelle-Calédonie, comme une bonne partie du lointain outre-mer français, c'est particulièrement compliqué parce qu'on ne peut faire connaître ou diffuser que quelque chose que l'on connaît d'abord. Parce que sinon, on donnerait de mauvais renseignements et on pourrait être traîné devant le juge parce qu'une institution donne de mauvais renseignements. Alors ce problème, comme vous l'imaginez, n'est pas nouveau. Il a commencé à peu près, je me tourne vers Jeanne, qui connaît bien cette affaire puisque nous avons travaillé de nombreuses années sur ce sujet. Dès qu'on a commencé à dire qu'il y avait un principe de spécialité législative, on a commencé à se dire, mais au fait, quelle est la règle de droit qui s'applique en Nouvelle-Calédonie? Pour faire un saut très rapide vers la fin de cette soirée, ça a été au moment où en métropole, on a essayé de donner accès d'une façon lisible aux droits de tous les jours, c'est-à-dire à l'entreprise de codification. C'est à ce moment-là que l'on s'est dit, mais au fait, l'outre-mer, comment est-ce que ça marche? Et comme c'était compliqué, on a fait comme toujours en France, qu'est-ce qu'on a créé? Une commission de l'inventaire du droit outre-mer. Et comme c'était en plus très compliqué de le faire avec des territoires comme la Calédonie, la Polynésie, etc., on a fait quoi? On a créé une autre commission, la commission locale calédonienne, qui a été d'ailleurs animée, dont le rapporteur était pendant de nombreuses années Gérard Orfila, qui était votre maître de conférence. Et je ne sais pas s'il a une salle qui porte son nom, mais peut-être que, après l'accès au droit, suggestion, qu'il y ait quelque chose pour lui. Et donc, après les années 80-90, il y a eu quelque chose de magique qui est arrivé. Qu'est-ce que c'est à votre avis? La fée informatique. Tout ce qui à la main et avec des grimoires devenait compliqué nous a paru très simple parce qu'avec l'informatique, on devait théoriquement pouvoir offrir à chacun d'entre vous, les 28 ou 29 présents, plus nous, on devait pouvoir théoriquement offrir accès aux droits applicables en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on ne peut diffuser que ce que l'on connaît, et comme un iceberg, le site, par exemple, Juridoc, qui donne accès à une bonne partie du droit applicable en Nouvelle-Calédonie, n'est que la toute petite partie immergée de l'iceberg. Il faut avant faire tout un travail pour récupérer le droit national, le droit provincial, le droit calédonien, voire le droit des communes, etc., etc. Et ce projet-là, ça a été à partir de 2002. C'est devenu beaucoup plus aisé et c'est pour cela simplement qu'à ce moment-là, on a pu véritablement donner accès au public et aux professionnels au droit, grâce véritablement à l'informatique. Et deuxièmement, au fait que se sont mis ensemble l'État, la Calédonie, les provinces, les communes, l'ordre juridictionnel aussi bien administratif que judiciaire, les professionnels du droit et l'Université de Nouvelle-Calédonie. Donc ce soir, il fallait absolument parler de ce projet dans lequel plein de stagiaires, dont vous, je l'espère, quand on continuera, on pu faire avancer le projet. Alors pratiquement, comment est-ce que ça s'est fait? Ça s'est fait essentiellement entre les années 2003 et 2008. On a commencé par scanner tout le journal officiel qui se trouve depuis maintenant 1955 en ligne sur Juridoc. Après, on a commencé à inventer des outils informatiques permettant de faire des codes et des inventaires.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le site juridoc.gouv.nc que tout le monde connaît, vous avez 2 parties qui sont certaines et vous pouvez y aller sans risque. C'est la partie journal officiel et la mise en ligne des décisions de justice. Ça, c'est ce qui est sûr à 400%. Si vous avez des insomnies, vous allez lire le journal officiel. Si vous voulez comprendre le droit tel qu'il s'applique aujourd'hui, vous allez au milieu dans ce qu'on appelle les textes consolidés et les codes. Et là, il faut humblement reconnaître que c'est un travail humain avec parfois des erreurs. Donc, pour résumer, le problème essentiel étant celui de l'articulation de Légifrance et de Légicalédonie, quelques conseils. Quand on vous demande ce qui s'applique en Calédonie, allez voir sur Juridoc. Regardez toujours la date de fraîcheur. Si vous ne savez pas, adressez-vous à un professionnel du droit, comme les futurs étudiants et futurs juristes que vous êtes. Et vous avez raison d'être ce soir les derniers dans cette salle, parce que pour vous, il y a beaucoup de boulot. Merci beaucoup. Donc, accès au droit grâce à Juridoc, accès au droit aussi par le biais de la codification. Et je vais laisser ma collègue Nadège Meyer parler rapidement de ce sujet. Je ferai peut-être état juste d'une anecdote. Alors une anecdote de juriste, donc qui ne fait rire que les juristes, bien sûr. Lorsque je suis arrivée en 2004 en Nouvelle-Calédonie, je suis spécialiste de droit du travail et on m'a remis un recueil dactylographié à la machine à écrire. Et on m'a dit, ce recueil, c'est le recueil de droit du travail qui date de 94. Et on m'a dit, voilà, c'est l'état du droit en Nouvelle-Calédonie, du droit du travail. Et je me suis dit, bon, je suis bien partie avec ça. On m'a expliqué ensuite que finalement, rien n'était codifié, qu'on s'en servait, mais qu'il n'était pas du tout à jour. Voilà. Donc pour un juriste, utiliser une règle de droit qui n'est pas à jour, c'est assez surprenant. Ça va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on peut vous apprendre, vous étudiants. La Cour de cassation, en 2004, prononce un arrêt, rend un arrêt, à partir duquel elle se fonde sur le recueil de textes de 1994, qui n'avait aucune valeur juridique. Donc même la Cour de cassation était démunie face à l'impossibilité d'avoir un droit consolidé, et je parle du droit du travail exclusivement. Je rejoins tout à fait, Anne, toute l'évolution que tu as dit à ce propos, et je l'ai vécu, puisque moi je suis arrivée en 2004, donc on était vraiment dans cette codification. L'absence de codification, elle a aussi, donc l'absence de connaissance du droit, elle a eu d'énormes conséquences. En droit du travail, je dis pas que les conflits collectifs qui étaient les monnaies courantes à l'époque résultent tous d'une méconnaissance du droit du travail, mais un certain nombre s'expliquent par le fait que l'employeur pensait connaître le droit positif du travail et que les salariés ou les organisations syndicales de salariés pensaient aussi détenir la vérité sur le droit du travail positif. Donc forcément, ça n'aide pas à la confiance, ça n'aide pas les partenaires sociaux à avancer, à conclure des accords collectifs, parce qu'ils font justement l'objet de défiance l'un vis-à-vis de l'autre, pensant qu'ils détiennent la vérité sur le droit du travail applicable en Nouvelle-Calédonie. La solution, effectivement, ça a été l'évolution et la codification du droit du travail avec l'adoption donc du Code du travail le 1er mai 2008. Quel est le Code du travail en France qui n'entre pas en vigueur le 1er mai et là, franchement, c'était un très beau travail donc auquel on a pu, que l'on a pu suivre et auquel on a pu un peu assister. Pour vous montrer à quel point il y avait une nécessité de codifier et de connaître ce droit du travail, c'est que l'ensemble des partenaires sociaux ont été conviés à participer à l'élaboration du projet de code du travail. Et avant même que ce code ne soit adopté, parce que le projet a commencé en 2004 et l'adoption, le vote du code du travail, partie législative et réglementaire, date de 2008. Donc pendant 4 ans, on avait un projet de loi projet de code qui était en pleine évolution. L'ensemble des partenaires sociaux faisaient d'ores et déjà référence, à partir de 2005, ils faisaient référence aux articles du futur Code du travail, alors même qu'ils n'étaient pas adoptés. Et tout le monde avait une connaissance commune de l'ensemble de ces articles. Ce qui était juste surprenant, encore une fois, pour ne pas dire non académique, pour un juriste. Et l'adoption donc et le vote de la loi du pays a été un véritable succès, et on peut dire que le Code du travail est un véritable succès en termes d'accès à la connaissance du droit en Nouvelle-Calédonie. Et je m'arrêterai là.
Merci Nadège. Alors, différentes solutions ont été évoquées. Internet, la codification. On a aussi une personne qui incarne l'accès au droit et à la justice, le délégué du défenseur des droits, donc auquel je laisse la parole pour nous expliquer un peu quel est son rôle sur le territoire. Très bien, merci. Oui, en effet, je suis le délégué du défenseur des droits donc pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, défenseur des droits, je vais simplement vous expliquer un peu quelles sont ses attributions, parce que je crois qu'il est peu connu. Alors, c'est quand même étonnant parce que c'est une fonction, enfin c'est une institution qui est inscrite dans la Constitution. Article 71-1, le défenseur des droits veille au respect des droits et des libertés. Donc moi je trouve ça assez sympa parce que j'ai quand même une fonction qui est inscrite dans la Constitution, il n'y a pas beaucoup qui l'ont, donc voilà, et que personne ne connaît ou très peu. Un petit historique. En 2011 a été décidé donc de fusionner différentes institutions indépendantes, autorités indépendantes, le médiateur de la République qui est connu du grand public, la HALD, la Haute Autorité des luttes contre les discriminations et l'égalité, le défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie et de la sécurité. Donc on a fusionné ces quatre institutions administratives indépendantes pour en faire une seule, le défenseur des droits. Donc c'est une autorité, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, donc indépendante, ce qui veut dire c'est que on représente l'État, mais on ne reçoit pas de consignes, d'ordres du gouvernement ni de l'administration de manière générale. Le défenseur des droits, donc, est nommé par le président de la République pour une période de 6 ans, irrévocable et non renouvelable. Et donc, comme vous le savez, c'est actuellement Monsieur Jacques Toubon qui occupe ces fonctions depuis 2014. Donc, défenseur des droits, vous faites compte, le nom défenseur des droits, c'est aussi bien ceux qui représentent l'institution, donc Monsieur Toubon, que l'institution en elle-même, que le délégué que je suis et donc qui le représente sur le territoire. Quels sont les domaines de compétences sur quoi je peux intervenir? Donc, si en Nouvelle-Calédonie, voilà, vous rencontrez des difficultés sur des problématiques juridiques. 5 domaines de compétences. Premier domaine, défendre les droits des usagers des services publics. Je vous avoue que c'est à peu près 80% de mon occupation. Je reviendrai juste après derrière. Deuxième domaine, défendre et promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant. Là, on est plus... je reviendrai après très rapidement parce que je sais que le temps est compté. Je reviendrai dessus. Troisième domaine, lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité. Quatrième, veiller au respect de la déontologie des personnels de sécurité, pardon. Et enfin, orienter et protéger les lanceurs d'alerte. Comme je vous le disais, donc le plus important de mes fonctions, c'est donc la défense des droits des usagers des services publics. Alors, quelles sont les conditions pour pouvoir me saisir? Tout simplement, vous avez un différend entre il y a un différend entre un usager et un service public. Service public lequel? Administration d'État, collectivité, établissement public, organisme de protection sociale et fournisseur d'énergie. Donc ce qui veut dire, c'est que si vous avez une difficulté avec votre voisin, sur le manguier ou les branches gênent sur votre jardin, etc., je suis pas compétent. Moi, je n'interviens pas donc pour les litiges d'ordre privé, simplement tout ce qui va concerner les relations entre l'usager et le service public de manière générale. Donc ça, c'est la première condition. Deuxième condition, pour pouvoir donc du coup que la demande soit recevable, il faut un fonctionnement irrégulier de l'administration. Ça veut dire que l'usager doit se sentir lésé. Ça veut dire que l'administration, elle n'a pas fonctionné comme elle aurait dû fonctionner. 2 cas. Une décision contestable du service public, ça veut dire une erreur dans l'application de la règle de droit. Deuxième cas, une décision qui, même fondée en droit, ne prend pas en compte la situation personnelle du réclamant. Allez, un exemple tout bête que j'ai eu cette semaine. Un résident de Nouvelle-Calédonie qui part en vacances en métropole, il se fait flasher,
Il reste 2 mois en métropole. Le PV arrive à son domicile en Nouvelle-Calédonie. Le temps qu'il arrive, qu'il rentre de vacances, le délai pour payer le PV était passé. Donc du coup, on lui demande de payer une amende forfaitaire majorée. Il explique qu'il n'avait pas eu connaissance du PV parce qu'il était en vacances en métropole. Refus de l'administration qui lui refait payer encore plus cher, et d'une amende à 45 €, on est arrivé à une amende à 350 €. Donc là, effectivement, il y a bien une application du droit, hein, ils ont respecté la règle, sauf que ils n'ont pas pris en considération que le pauvre intéressé, il était en vacances et il n'a pas eu connaissance du courrier l'informant du PV qu'il avait eu en roulant un peu trop vite. Et de ce fait-là, il saisit le défenseur des droits pour voir si on peut pas aboutir à une solution à l'amiable. Je me dépêche. Et troisième condition, donc pour que la demande soit recevable, il faut qu'il y ait aussi un échec des démarches préalables. Ça veut dire que l'administré doit déjà avoir saisi l'administration, soit avoir eu un refus de sa demande, soit silence de l'administration depuis 2 mois. Donc, on va passer la défense et la promotion de l'intérêt supérieur de l'enfant. Tout simplement, les enfants ont 12 droits fondamentaux qui sont listés par la Convention internationale des droits de l'enfant. Si un de ces droits est bafoué, l'enfant, ses parents peuvent me saisir. Lutte contre les discriminations, la promotion de l'égalité, c'est aussi intéressant. C'est simplement, une personne qui a été confrontée à une discrimination. Une discrimination, c'est quoi? C'est une inégalité de traitement. Il y a des critères qui sont définis par la loi: l'origine, le handicap, le sexe, l'âge, l'appartenance ou non à une ethnie, etc. Et dans des domaines aussi définis qui sont cités par la loi, donc c'est l'emploi, l'accès à un bien, etc. Donc ce qui veut dire, c'est que si une personne qui du fait de son handicap aurait un refus d'un logement, peut très bien saisir le défenseur des droits. Je fais rapide pour pas me faire trop houspiller. Donc un autre domaine d'intervention des défenseurs des droits, je sais que ça fait un peu catalogue de la redoute, hein, c'est un peu un listing. Le respect de la déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité. Ce qui signifie, c'est que vous rencontrez une problématique avec la police nationale, la gendarmerie, la police nationale, municipale, la douane, l'administration pénitentiaire et les agents de gardiennage, et de surveillance. Le défenseur des droits peut intervenir si vous avez été victime ou témoin du non-respect de la déontologie par une personne qui exerçait une de ses fonctions. Tout simplement, un cas que j'ai eu dans un bar connu de Nouméa, où vous avez le vigile à l'entrée qui ne faisait rentrer certaines personnes que si ces personnes donnaient soit un paquet de cigarettes, soit une bouteille d'alcool. Ce qui était quand même pas très autorisé, hein. Donc la victime est venue me voir en me disant écoutez, on est entre guillemets racketté par une personne qui s'occupe de sécurité privée, qu'est-ce que vous pouvez faire? Cinquième domaine, l'orientation et protection des lanceurs d'alerte. C'est simplement un titre d'information, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai plus de temps. Quelques chiffres quand même, hein. On a environ 100 000 dossiers qui sont traités par an. On a environ 80% qui sont réglés de manière amiable. Ce qui veut dire, c'est que il y a quand même des résultats qui sont probants. On a on a des pouvoirs d'enquête, on a des pouvoirs de médiation, on a de nombreux moyens pour pouvoir intervenir, pour pouvoir régler les différents litiges. Je vais arrêter là. Je vous laisserai des petits prospectus si vous le souhaitez récupérer tout à l'heure, là, au bord du bureau. Et je redonne la parole. Merci beaucoup encore une fois d'avoir dit autant de choses dans un temps qui est très limité. Au moins, on aura eu un premier aperçu des différents domaines dans lesquels le délégué du défenseur de droit peut permettre justement d'améliorer l'accès au droit et à la justice.